L'approche qui a été lancée par l'ARS et auquel trois de nos associations ont répondu, à savoir la LGED, l'ADAPI et Maintenir. Nous avons pu organiser, grâce à cet appel à projet, trois demi-journées des deux aidants, qui ont toutes eu lieu maintenant, la dernière ayant eu lieu à la métropole aidante le 20 septembre. Et il y a déjà eu un webinaire qui a eu lieu en mai 2024 sur le passage de l'enfance à l'âge adulte dans le secteur du handicap. Le webinaire que nous animons aujourd'hui sur le répit et les vacances. Et nous aurons un prochain webinaire qui se déroulera le 7 novembre 2024 avec pour thématique le relayage à domicile. Je rappelle juste là pour l'instant que les micros et les caméras donc, sont automatiquement éteints. Vous avez l'espace du chat pour poser vos questions. Nous, on va essayer de faire une présentation qui va durer entre 35 et 40 minutes et on vous laissera donc les 20 minutes restantes pour qu'on puisse reprendre vos questions. Quelqu'un les prend ici sur le chat, elle nous les passera et on pourra essayer de répondre à un maximum de vos questions. Donc, ce webinaire va se dérouler en deux temps. Donc, un premier temps où nous aurons une présentation avec Madame Sediri, qui est ancienne administratrice de l'Algel, qui a été administratrice pendant 18 ans, mais qui est également aidante, donc qui pourra vous exposer un petit peu son expérience. Nous aurons également dans un second temps des solutions de répit à vous présenter, donc par le biais des séjours vacances et par le biais de structures de répit. Et pour cela, nous accueillons aussi aujourd'hui Johar Bouchrak, qui est AMP sur un service d'accueil temporaire. Et moi-même, Edith Dreyer-Dufer, qui suis assistante sociale sur le service d'accueil temporaire où travaille Johar Bouchrak aujourd'hui. Voilà, Madame Sediri, je vais vous laisser commencer et nous partager votre expérience en tant qu'aidante. Voilà, bien, je viens apporter un petit témoignage de ce que je vis. Je suis une maman, effectivement. Bonjour à tous déjà. Je suis une maman et ma fille est en situation de handicap intellectuel. Elle va avoir bientôt 50 ans et elle est reconnue handicapée intellectuelle à 80% avec une notification pour travail en ESAT. Elle est sous protection juridique de son frère qui, lui, habite en région parisienne. Alors, à sa naissance, rien ne nous laissait supposer qu'elle serait en situation de handicap, mais très rapidement, nous avons vu apparaître un certain nombre de retards. C'était déjà des retards, des petits retards pour s'asseoir, pour la marche, etc. Mais et surtout des retards pour la compréhension et l'acquisition des connaissances et, et les difficultés qui en ont suivi, scolairement parlant. J'ai essayé d'apporter mon soutien, mais hélas, c'était sans grand retour et sans grand succès. Et puis, avec l'adolescence et l'âge adulte, eh bien, on a vu apparaître et se développer ces besoins, des besoins supplémentaires en termes de vie familiale, de vie personnelle, de vie affective, de vie sociale et même pour des aspects médicaux, puisque ça demande souvent un certain nombre de démarches qu'elle ne pouvait pas gérer elle-même. Elle est donc ce qu'on appelle aujourd'hui une aidée. Alors, moi-même, mes valeurs familiales m'ont amené à prendre en charge cette aide parce que je suis sa maman et que, bien sûr, je le fais bénévolement et avec plaisir. Et on m'appelle aujourd'hui une aidante. Je fais donc cette intervention à ce titre-là. J'essaie d'aplanir ces difficultés, de prévoir, d'organiser, de préparer, de gérer les dossiers, tout ce qu'elle ne peut pas vraiment faire. C'est une mission qui est très prenante et qui a bouleversé mes rêves et puis ses rêves à elle aussi. Euh, En fait, je me trouve dans une situation où je stresse, j'ai une angoisse de ne pas réussir à satisfaire ses besoins, à oublier des formalités, à ne pas apporter suffisamment d'aide. Et j'essaye
de ne pas confier, enfin, je ne souhaite pas plus exactement confier cette mission d'aide à des intervenants extérieurs parce que je considère que je suis sa maman et que ben, c'est moi qui la connais le mieux possible et qui essaye de répondre le mieux possible à ses propres besoins plutôt qu'un intervenant extérieur. Alors le répit, je n'arrive pas bien à penser à mes propres besoins parce que les siens, pour moi, sont prioritaires. Si je m'impliquais pas, si j'abandonnais cette mission d'aide, eh bien, j'aurais l'impression que je capitule et ce n'est pas mon idée de capituler devant ses besoins et de renoncer à cette valeur familiale que je soutiens. Voilà. Donc, comment décompresser? Qu'est-ce que c'est que le répit? Qu'est-ce que c'est que le repli? C'est une bonne question. Le répit, ça va permettre de préserver, dans l'idéal, la santé physique et mentale des aidants. Donc, il y a différentes formes de répit. Je vais en citer trois. Il y en a plus que ça, bien entendu. On a déjà, dans un premier temps, et je vais passer de manière assez succincte dessus, le répit administratif. Donc, le fait qu'une personne soit mise sous tutelle, comme par exemple c'est le cas de votre fille, Madame Sédiri, puisque c'est son frère qui est tuteur, permet donc d'avoir une forme de répit au niveau administratif pour tout ce qui peut se gérer à distance, puisque du coup, tout ce qui va être par contre administratif au quotidien, c'est vous qui allez vous en occuper, qui gardez un petit peu quand même une partie en tout cas de cette charge. On peut aussi avoir du répit au niveau des tâches de la vie quotidienne, par le biais de services d'aide à domicile pour des personnes qui viennent faire éventuellement, si c'est nécessaire, de la toilette, d'échange, de l'aide au repas, de l'aide aux courses, de l'accompagnement aux rendez-vous médicaux éventuellement. Et le répit qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le répit qu'on va appeler répit déconnexion. Le répit qui va permettre aux aidants de se ressourcer, d'établir des temps pour eux, pour pouvoir s'occuper de leur santé et, dans l'idéal, de leur bien-être. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que, par exemple, pour nous, les vacances, est-ce que les vacances pourraient être propices à ces moments de déconnexion, Madame Cédric? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les vacances, je les vis en deux épisodes. La préparation des vacances d'une part et les vacances proprement dites d'autre part. La préparation des vacances donne lieu à beaucoup de charges. Il s'agit d'abord de trouver des organismes de vacances adaptés. Pour, excusez-moi, du coup, les organismes de vacances adaptés, c'est pour que votre fille puisse partir en Pour qu'elle vacances. puisse partir en vacances, voilà. Donc, si vous voulez, ça veut dire en qualité d'aidante, dans ma fonction d'aidante, j'ai une charge, c'est de trouver ces organismes de vacances adaptés et de vérifier qu'ils correspondent bien à ma fille, parce que des organismes de vacances adaptés, il y en a beaucoup. Il faut déjà vérifier qu'ils sont sérieux, qu'ils ont un agrément, par exemple. Euh, et puis, il faut aussi vérifier qu'ils correspondent au type de handicap. Il y a des organismes qui sont plus spécialisés, par exemple pour le handicap moteur, d'autres plus pour le handicap intellectuel. Il faut vérifier aussi qu'ils correspondent au type de public, jeunes, enfin enfants, adultes, jeunes adultes, personnes plus âgées. Et puis ensuite, il faut s'interroger sur tout un ensemble de besoins qui sont des besoins spécifiques et personnels à la personne que l'on veut envoyer en vacances à travers, par exemple, est-ce que ce sont des voyages, des vacances qui auront lieu dans un gîte rural, dans un mobil-home, dans un hôtel? Est-ce que le lieu d'accueil sera bien adapté aux besoins? Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce que il est en situation dans un village, on pourra sortir un petit peu, se promener dans le village, ou est-ce qu'il faut, c'est un lieu un petit peu plus isolé. Bref, tout un ensemble de besoins qui pourraient correspondre à une vie sociale
accepté ou non. Et puis, eh bien, moi, je fais toujours référence à des organismes qui sont un petit peu connus et référencés, par exemple, par le CNLTA, le Centre national de loisirs et du tourisme adapté, parce que je sais que pour adhérer au CNLTA, ces organismes-là ont présenté patte blanche, comme on dit, et ont fourni leurs agréments, notamment, ce qui les rend porteurs de qualité. C'est d'ailleurs une chose que ceux qui le revendiquent. Et donc, c'est un plus pour choisir cet organisme de vacances. Mais le travail n'est pas fini parce qu'une fois que l'organisme est choisi, il va falloir préparer ses vacances à travers des dossiers qu'il faut exprimer, des dossiers, parler du problème médical, parler un petit peu de l'autonomie de la personne qui part en vacances, Et de la et vie puis quotidienne, de je la vie suppose aussi. quotidienne, voilà, tout à fait. Et puis euh, préparer tout ce, enfin, préparer les valises, bien entendu, et que ce soit opérationnel et fonctionnel, préparer les médicaments, lorsqu'il y a des médicaments. On fait généralement des, on donne des ordonnances, on prépare les médicaments euh, dans des piluliers. Voilà, c'est toute une préparation de vacances qui dure au moins pendant les 6 premiers mois de l'année pour partir en vacances en juillet-août comme tout le monde. Et, euh, et là se passent donc des vacances, mais les vacances, c'est pas vraiment une partie complète de décompression parce que pendant les vacances, il faut rester à disposition des organismes de vacances dans l'hypothèse où il y aurait des problèmes à résoudre. Il m'est arrivé d'avoir de m'être un petit peu trompée dans les piluliers. Et donc, j'ai été rappelée pour rétablir de l'ordre et renvoyer des médicaments et une ordonnance. Mais je sais qu'il peut y avoir des personnes, par exemple, qui ne s'habitueront pas ou qui poseront des problèmes ou qui auront un problème médical pendant les vacances. Et il faut pouvoir être présent et être là pour les récupérer, je dirais, de leur organisme de vacances. Donc, euh, quelque part, il y a toujours ce stress qui reste là et qui m'amène à me dire que je ne décompresse pas franchement. Une inquiétude un petit peu de fond. Une inquiétude de fond, effectivement, qui va au-delà, je dirais, des problèmes administratifs et des problèmes matériels que nous pouvons être amenés à résoudre assez facilement, bien que ça donne une charge supplémentaire, mais il y a le stress qui reste dans la tête. Et du coup, votre fille, elle a souvent fait des voyages, elle est souvent partie en séjour adapté? Elle part régulièrement en séjour adapté, effectivement, et tous les ans se posent les mêmes problèmes. Mais du Voilà. coup, comment ça se passe pour elle globalement? Est-ce qu'il y a souvent eu des soucis ou est-ce que Alors, le finalement, stress, c'est mon stress dont je parle, effectivement, parce que pour elle, tout va bien. Tout va bien et elle revient très satisfaite de ses séjours et les comptes rendus qui sont faits par les organismes de vacances sont assez positifs. Donc, il n'y a pas de soucis particuliers qui se sont posés, sauf celui que je viens de citer tout à l'heure, évidemment, qui m'a un petit peu marqué. Je fais bien attention maintenant aux piluliers. Voilà. Ceci dit, il y a quand même un autre problème qui se pose, c'est le problème financier. Parce que ces jours adaptés sont assez onéreux et ils sont de plus en plus onéreux avec des réglementations qui sont bien nécessaires, c'est vrai, mais qui amènent les organismes de vacances sans doute à répercuter le financement sur ben, la, les personnes la personne accompagnées? accompagnée qui doit financer donc une part assez importante pour les vacances. Oui, donc en général, soit la personne accompagnée est en capacité de financer elle-même son séjour de vacances, soit on peut également faire appel à des aides qu'il faudra demander pour chaque séjour, donc renouveler à chaque fois.
Donc ça, ces aides-là peuvent être demandées auprès de plusieurs organismes du type la MDPH par le biais de la PCH, la NCV. Alors pour la NCV, il faut savoir qu'il faut également il faut faire deux demandes en parallèle, donc par exemple la PCH et la NCV. La CAF, les mutuelles, on peut aussi faire appel au niveau des caisses de retraite, des CE, ça fonctionne aussi parfois. Et du coup, on peut se faire aider pour le montage de ces dossiers. Ben, soit c'est le tuteur qui s'en occupe, euh, soit ça va être, soit on peut faire aussi appel à un travailleur social qui peut vous aider et vous orienter dans le guidage et le montage de ces dossiers. Mais voilà, bien penser du coup à le demander pour chaque séjour, sachant que c'est pas forcément attribué à chaque fois en fait. Oui, et c'est pas attribué à chaque fois, et à chaque fois, il faut refaire la demande. Chaque année, il C'est faut, ça. à chaque fois qu'on part en vacances, il faut refaire les dossiers. C'est une charge aussi importante de constituer tous ces dossiers. Voilà, et C'est pas la sachant personne que qui peut le faire. tout à fait. Et en plus, c'est des choses qui s'anticipent. Donc déjà, ne serait-ce que la réservation du séjour de vacances, alors pour les séjours d'été, c'est très très prisé. Donc en général, c'est en janvier qu'il faut s'y prendre auprès des organismes de vacances. Et pareil pour tout ce qui est demande d'aide financière, plutôt on s'y prend et mieux c'est. Donc à ce moment-là, on peut demander à l'organisme un devis qui mentionne donc la partie surcoût lié au handicap, sur lequel se basera par exemple la MDPH pour avoir un financement. C'est-à-dire qu'il restera quand même de toute manière un montant à charge de la personne. Donc là, c'est vrai qu'on a parlé des séjours où c'est l'aidé seul qui part en vacances. Sachez qu'il y a aussi des organismes qui permettent à l'aidé et à l'aidant de partir en vacances, donc ce qu'on appellera le couple aidant-aidé. Donc, à ce moment-là, l'aider va être pris en charge par l'organisme de vacances pour tout ce qui est aide à la vie quotidienne. Donc, par exemple, c'est ce qu'on disait, prise en charge de la toilette, organisation d'un passage infirmier si c'est nécessaire, etc., pour que l'aidant et l'aidé puissent se retrouver vraiment dans des conditions où ils profitent l'un de l'autre sur des temps de loisirs et de plaisir et d'échange pour se retrouver sur des temps plus agréables pour l'un et pour l'autre sans avoir la contrainte des tâches de la vie quotidienne. Donc là, on a vu ce qui était donc au niveau des séjours de vacances. Les séjours de vacances se trouvent donc sur des lieux de vacances avec des gîtes, comme vous l'avez très bien cité, des mobil-homes, ça peut être on a des campings, les hôtels, etc. Donc c'est pas forcément une structure complètement adaptée comme on peut trouver sur des structures de type foyer de vie ou foyer d'accueil médicalisé ou des services d'accueil temporaire. Bien sûr, il y a certains gîtes qui seront adaptés pour le handicap physique. Ce qui nous amène donc au séjour en structure. Donc, il y a plusieurs types de structures qui peuvent proposer du répit. Nous avons au niveau de la métropole la chance d'avoir la Maison du Répit qui propose deux types de séjours. Le séjour uniquement pour l'aider, mais le séjour aussi en couple aidant-aidé qui a les mêmes objectifs que les séjours de vacances aidant aidés, là pour le coup, c'est-à-dire vraiment rester sur des temps de plaisir, de temps de loisirs agréables pour l'aidant comme pour l'aider, avec une prise en charge au niveau de la vie quotidienne, mais également au niveau du soin, pour que tout ce qui existe en termes de relayage à domicile soit retransposé au niveau de la maison du répit et que l'aidant puisse profiter de son séjour avec son aidé. Mais ça permet aussi à l'aidant de voir comment se déroule un séjour et d'être rassuré par rapport à la prise en charge de son aidé. À la maison du répit, donc, les personnes ont droit, enfin les aidés ont droit à 30 jours par an. Euh, Tous les profils ne sont pas forcément accueillis à la maison du répit. Afin de savoir si vous pouvez éventuellement intégrer ce dispositif, je vous invite à prendre contact avec la maison du répit pour avoir plus d'informations et voir si vous êtes, on va dire, éligible à ce dispositif. Ensuite, nous avons un deuxième établissement, enfin, un deuxième type d'établissement qui peut également recevoir les aidés.
Ce sont les services d'accueil temporaire. Donc là, par contre, c'est juste les aidés qui peuvent être accueillis sur ce type de dispositif. Pour pouvoir intégrer ces dispositifs, il faut avoir une notification MDPH, service d'accueil temporaire, qui mentionne bien les 90 jours par an. Donc les aidés ont droit à 90 jours par an par année civile. Il faut être par contre bien vigilant à l'orientation qui sera notifiée, c'est-à-dire qu'on a des services d'accueil temporaire pour des foyers d'hébergement, des services d'accueil temporaire type foyer de vie, des services d'accueil temporaire type foyer d'accueil médicalisé. Et tous les services d'accueil temporaire ne font pas tous les dispositifs. Donc renseignez-vous bien après par rapport aux services que vous allez contacter une fois la notification obtenue. Ce qu'on conseille en général, c'est d'anticiper, c'est-à-dire que si vous avez ce projet éventuel d'accueil temporaire pour votre aidé, afin d'avoir un petit peu de répit ou pour préparer votre aidé à l'entrée en fait en collectivité, on vous conseille de faire la demande, même si c'est un projet que vous avez que dans 1 ou 2 ans, que vous ne souhaitez pas mettre en place tout de suite. Vous pouvez faire la demande de notification auprès de la MDPH, ce qui vous permettra, le jour où vous souhaitez enclencher ce projet-là, d'avoir déjà la notification et de déposer de suite vos dossiers auprès des établissements concernés. Une fois que vous avez reçu la notification, que votre projet pour vous est clair et que vous souhaitez profiter du dispositif du service d'accueil temporaire, vous prenez contact avec les services d'accueil temporaire que vous savez sélectionner et à ce moment-là, votre dossier est étudié et un temps de rencontre est programmé pour échanger sur la situation de l'aidé, sur les attentes de l'aidant, sur ce que propose le service et également pour visiter aussi le service puisque du coup, ça, c'est quand même quelque chose qui est très important et pour l'aidant et pour l'aidé. Si tout convient à tout le monde, si tout le monde est d'accord, à ce moment-là, on pourra envisager la planification d'un séjour. Et du coup, ben, ce qu'on souhaiterait savoir un petit peu, Johar, c'est comment ça se passe un peu un séjour sur un service d'accueil temporaire. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, pour vous représenter un petit peu comment se passe un séjour sur un service d'accueil temporaire, je vais vous présenter déjà la composition d'une équipe, hein. Il y a une éducatrice spécialisée, une monitrice éducatrice, 2 aides médico-psychologiques, une aide-soignante et 2 veilleurs. Voilà, qui sont là au quotidien, bien sûr. Alors, lors d'un premier accueil d'une personne accompagnée, on prend un temps avec cette personne et on aborde un petit peu avec elle ses habitudes de vie, son quotidien. Et on a bon, des petits outils qu'on a mis en place, nous, pour apprendre à la connaître. Et dans son quotidien, voilà, on aborde les repas, la toilette, l'habillage, un petit peu le quotidien de la personne, comment au quotidien ça se passe pour elle, les activités, on aborde la nuit et également voilà, si elle passe de bonne nuit ou s'il y a des choses spécifiques à savoir sur cet aspect. On aborde le côté médical. Et voilà, c'est une fiche qu'on garde au bureau et qui est accessible pour toute personne intervenant auprès de la personne accompagnée. On aborde aussi, oui, Du coup, je vais te oui, poser une bien question sûr. par rapport à une personne qui aurait besoin de rituels, par exemple, euh, pour sécuriser au niveau, par exemple, du coucher. Est-ce que c'est des choses que vous abordez aussi au niveau du service? Oui, oui, on aborde alors toutes les habitudes de vie que les personnes accompagnées ont à domicile. On essaye, alors on est en collectivité, donc il y a forcément de la collectivité, mais on essaye en tous les cas de s'adapter au mieux par rapport à toutes les habitudes qu'ils ont. Et je peux citer par exemple un exemple, hein. On a une personne, on a accueilli une personne qui était, qui avait des habitudes de vie où elle prenait beaucoup de temps pour manger et elle venait souvent en décalage parce qu'elle se couchait tard. Et ben ce genre de comportement, on s'y adapte et elle venait au repas après tout le monde. Et ben on lui servait son repas et elle mettait
au moins 2 heures pour manger son repas, sur le service, on était complètement adapté à ce genre de situation. Parce que Oui, c'était oui. son rythme à elle, en fait. C'était son rythme et on part sur le projet de s'adapter à toutes les personnes au plus proche. Et comme je dis quand même, il y a aussi quand même de la collectivité qui se met forcément dans leurs habitudes, mais notre travail, c'est aussi de s'habituer à leurs habitudes, tout à fait. Et Mm. pareil, si une personne a besoin, si a des objets qui la rassurent, comment vous faites Eh à ce ben, moment-là? ils viennent sans souci. Alors, ils ont une vêture à emmener forcément pour passer le séjour. Et ensuite, dans leur vêture, dans leur valise, ils emmènent. Ben, s'ils ont besoin d'un poste radio, parce que certains aiment bien la musique, eh ben, il n'y a pas de souci, ils peuvent l'emmener. Il y en a qui emmènent ben, le coussin de la maison parce qu'ils ont l'habitude de dormir sur leur coussin personnel et que c'est plus pratique. Eh bien, ils emmènent leur coussin, une télé, enfin. Des BD. Enfin, il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent emmener au niveau de leur habitude, après, D'accord. à la mesure du raisonnable. Dans cette phase Bien d'accueil, sûr. est-ce que vous avez l'impression qu'ils viennent aussi bien l'aidant que l'aider de bon cœur, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il n'y a pas de... Ça varie, hein. Après, c'est vrai que c'est souvent des premières expériences en institution, en fait. Donc, c'est souvent plus l'aidant qui est inquiet que l'aider. Et ben, on essaye de tout mettre en place pour rassurer ben, les personnes, en fait, hein, surtout la personne qui aide. Et ben, pour les rassurer, ben, déjà, ils montent avec la personne accompagnée sur l'étage. Ils ont accès à la chambre lors du premier accueil. Ils voient où la personne va dormir. Et ils peuvent rencontrer l'équipe sans aucun problème. Ils peuvent téléphoner aussi s'ils ont besoin de prendre des nouvelles tous les jours. Certains, après, voilà, il y a tellement de l'angoisse des côtés des parents que ben, tous les jours, ils ont besoin d'appeler pour prendre des nouvelles. Et ben, ça se fait sans aucun problème. Donc, oui, oui, on est complètement. En tout cas, on essaie de tout mettre en place pour assurer les personnes. D'accord? Je fais partie de ces gens-là qui Mais oui, seraient bien sûr, bien inquiets. sûr. On a bien compris qu'il y avait une mise en confiance qui était importante pour les personnes, bien sûr. Et donc, pour poursuivre, on a un plan de gestion du stress, en fait. En fait, avec la personne accompagnée et l'aidant familial aussi, on essaye de voir un peu des choses un peu particulières qui peuvent être mises en place lors d'un peu des troubles qui peuvent gêner au quotidien ou où il y a besoin d'aide. Il y a un plan de gestion du stress où on met dessus comment apaiser les personnes quand elles sont pas bien pour pouvoir gérer ces situations rapidement. Voilà un peu pour ce qu'on remplit au niveau des outils. Après, ben, les journées sur ce service, sur le séjour en tout cas sur le service, ben, le début de matinée est essentiellement consacré à l'accompagnement au lever, petit déjeuner, accompagnement à la douche, souvent, hein, ça prend une bonne partie de la matinée. Première partie de matinée hein, jusqu'à 10h, 10h30. Les repas sont pris midi et 19h. À 16h, une collation est servie. Voilà, à chaque début de repas, l'infirmière passe sur les services pour administrer les traitements des personnes qui en ont besoin. Et si l'infirmière n'est pas là, il y a les éducateurs qui prennent le relais pour ces tâches-là. Euh, et dans ce quotidien-là, un peu qu'on retrouve tous les jours, il y a des activités qui sont proposées pour les personnes accompagnées. Et en fait, c'est des activités qui sont sur un planning d'une semaine et les résidents, selon leurs envies, selon leurs capacités, ils s'inscrivent à ces activités. Bon, alors je vais vous en citer quelques-uns. Hein. Il y a donc de la randonnée, de la petite marche, de la gym, chorale. Le vendredi matin, il y a une bonne partie des résidents, des personnes accompagnées qui descendent au marché. C'est
C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Voilà, il y a de la couture, jeux de société. Voilà un peu le déroulé d'une semaine. Il y a des activités, enfin, il y a aussi, enfin, on va régulièrement faire des courses. Voilà, alors des fois, on va faire des courses pour les unités, mais parfois, on fait des accompagnements individuels avec les personnes accompagnées qui ont besoin de faire des achats. Donc, c'est des choses qui se font assez régulièrement. Les achats, par contre, que font les personnes accompagnées, du coup, comment ça se passe? Elles ont une petite somme d'argent qui leur est attribuée en début de Oui, séjour pour faire des activités ou des sorties. en fait, avant le séjour, on demande qu'ils viennent avec un petit peu d'argent de poche. Voilà, c'est 10, 20 euros, bah, selon combien de temps la personne reste, évidemment. Voilà, pour justement, s'il y a des besoins tels que des produits d'hygiène ou une sortie au marché, eh ben, il y a possibilité de boire un verre, par exemple, en terrasse qu'ils font régulièrement ou de faire des achats. Sur un vide-grenier, par exemple? Bah voilà, par Parce que exemple, oui. ça Oui, pourrait, oui, bah, tout d'accord. à fait. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Puis ils s'achètent une petite bricole. Et ça fait pas. C'est avec leur argent de poche personnel, en fait, hein. Mm. Et du coup, tu as exposé donc la journée type. Au niveau des matins, comment est-ce que Oui. est-ce qu'il y a un horaire pour le petit déjeuner? Alors, le petit déjeuner, il n'y a pas d'horaire de fixé. En tous les cas, on les commence à partir de 7h30, 8h. Et les résidents se lèvent de façon échelonnée, hein, selon leur sommeil. Il y en a qui se lèvent très tôt, il y en a qui se lèvent un peu plus tard. Et alors le matin, c'est le moment où justement tout le monde n'est pas ensemble au petit déjeuner. Or que les autres repas, en principe, on les prend tous ensemble. Le petit déjeuner, ça se fait souvent à deux, trois, voire une personne, et ça tourne un petit peu comme ça jusqu'à 9 heures maximum. Et puis après, il y a d'autres personnes qui se lèvent un peu plus tard, mais c'est plus rare quand même. Mais ça arrive 10 heures, hein. Là, en ce moment, on a une personne qui se lève facilement à 10h, 10h30. Et ben, on lui sert le petit déjeuner à son réveil. Ok. Comme si elle était chez elle, en fait. Comme si elle était chez elle, exactement. Mm. Et puis, donc voilà un peu comment sont rythmées les journées. Et puis en soirée, ben, après le repas du soir ou avant, des fois on fait des accompagnements pour la mise en pyjama pour ceux qui en ont besoin. Et après le repas, donc souvent ils se posent devant la télé avec une tisane ou alors ceux qui veulent aller en chambre directement vont en chambre directement. Et la journée, elle se finit un peu comme ça. Donc, il n'y a pas, pareil, il Voilà. n'y a pas d'heure de coucher imposée. Non, il y a pas du tout d'heure de coucher imposée. C'est souvent qu'ils vont se coucher souvent après le premier film, souvent, on va dire 10h, 10h30. C'est rare qu'il y en a qui regardent la télé jusqu'à minuit, 1h du matin, mais ça peut arriver, hein, donc c'est pas complètement inadapté. Une personne qui veut regarder la télé jusqu'à 1h du matin, ben, elle regardera la télé jusqu'à 1h du matin. Sur le lieu de vie, s'il n'a pas de télé dans sa chambre, mais on adaptera bien sûr qu'il n'ait pas la télé trop fort pour pas déranger tout le groupe. Mais c'est tout à fait possible, oui. D'accord. Et Voilà pareil pour pour. les activités, est-ce que ces activités, en fait, les résidents, enfin les personnes accompagnées doivent s'y rendre systématiquement? Mm, Elles choisissent mm. ou pas? Comment ça fonctionne? Elles choisissent en fait, hein. C'est vraiment des propositions qu'on fait sur le service et selon les capacités des personnes et leurs envies, eh ben elles s'inscrivent aux activités puis elles y participent sans problème. Voilà, D'accord. c'est pas des activités imposées en tous les cas. Ok. Mm. Voilà ce que je peux dire un peu sur le service d'accueil temporaire, sur les séjours d'accueil temporaire. Donc, Et là, on que va. se passe-t-il pour les choix des temps de présence dans les SAT, justement, dans les services d'accueil temporaire? S'organise comment? Ils ont droit à 90 jours Voilà. Alors, ils ont droit à 90 jours, donc à l'année. à l'année, oui. Ces 90 jours, ils les utilisent comme ils le souhaitent, en fait.
euh, selon leurs besoins à eux, parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin ben, plus l'été, parce que ben, il y a un CAJ qui se ferme par exemple en plein été, ben, ils ont besoin de structure pour la personne accompagnée. Il y a certaines personnes qui l'utilisent une semaine par mois. Il y a certaines personnes qui l'utilisent ben, certains week-ends parce que c'est ce qu'ils ont besoin. C'est vraiment adapté aux besoins des personnes. Après, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il faut toujours, enfin, il faut bien anticiper les séjours aussi, parce que du jour au lendemain, c'est un peu compliqué d'avoir parfois des places sur ce genre de structure. Mais si les séjours sont bien anticipés, les 90 jours, à la fin de l'année, il n'en reste pas, hein, tellement que c'est un besoin. Et, euh, et s'ils sont bien organisés, ils sont vraiment adaptés aux besoins des personnes. En tous les cas, c'est le but, en tous les cas. C'est de ne pas prendre des séjours un peu, ah ben, je ne sais pas comment mettre mes jours, je vais les mettre comme ça finalement, mais j'ai pas envie. Non, le but, c'est vraiment d'être de combler le besoin des personnes en difficulté, quoi. C'est-à-dire des aidants familiales. Et pendant le séjour, s'il y a un problème, une manifestation familiale, s'il y a une maladie, qu'est-ce Oui. qui se passe? Eh ben, alors s'il y a une personne reste 15 jours et qu'il y a une fête d'anniversaire à la maison, eh ben, la personne peut, sans aucun problème, rentrer en famille. Voilà, il faut bien sûr, préciser aux équipes hein, pour pas que la personne soit en sortie le jour où elle part en famille. Mais une fois que c'est précisé aux équipes, la personne peut, sans aucune difficulté, partir à la journée, faire son repas familial et cette sortie. Et puis elle revient le soir sans problème. Mm. Et pour les éventuelles maladies, enfin, problèmes médicaux, une personne tombe malade pendant son séjour. Eh ben, si une personne tombe malade, souvent on appelle les familles quand la personne s'il y a une maladie ou une mauvaise chute ou des choses comme ça. Forcément, les familles sont appelées et bah, selon la situation, voilà, je vais vous répondre une réponse qui est peut-être pas, mais selon la situation, on accompagne à l'hôpital ou on accompagne chez le médecin si c'est une grippe ou enfin un petit rhume ou un mal de ventre. Mais en principe, les familles sont forcément appelées. Donc, Ils sont au courant. Par contre, l'établissement, enfin le service d'accueil temporaire peut accompagner et gérer la problématique médicale en fonction de l'ampleur de la problématique, je oui, suppose. voilà, c'est ça. C'est Voilà. pour ça que c'est un peu les choses un peu quotidiennes, les maladies, on va dire les mal de ventre, les choses comme ça, c'est toujours on informe toujours les familles et puis s'il faut aller chez le médecin, on les accompagne chez le médecin. Après, c'est toujours adapté, c'est pour ça que je réponds. Si c'est un médecin familial, c'est souvent que les familles veulent qu'il soit vu par le médecin familial, ou bien des fois il y a des familles qui viennent pour faire l'accompagnement parce que bah, ça les rassure, hein, euh, c'est adapté vraiment à enfin, on voit avec les familles comment faire et puis on fait l'accompagnement en tous les cas. Mais s'il y a quoi que ce soit comme problème de santé, les familles sont forcément informées. Donc, du coup, ce qu'on peut retenir là finalement de ces dispositifs, c'est qu'il faut anticiper, anticiper Ouais. dans la mesure du possible, dans la mesure de ce qu'il est possible de faire. Que ce soit au niveau des séjours vacances pour obtenir le séjour que l'on souhaite, que l'on préfère en tout cas, que ce soit pour la maison du répit ou que ce soit pour les services d'accueil temporaire. Au plus tôt vous avez les dates que vous souhaitez, au plus tôt vous les communiquez et au plus tôt vous aurez la possibilité d'avoir le séjour dont vous avez besoin. Voilà, sur ce, on a fini la partie un peu présentation, on va passer aux questions. Donc, on a là déjà quelques questions. Donc, une personne qui pose une question sur la maison du répit. Donc, savoir quelle est la limite d'âge pour la maison du répit. Est-ce que le lieu pourrait-il accueillir des personnes vivant en foyer de vie ou foyer d'accueil médicalisé pour qui la vie en groupe serait compliquée à vivre sans la présence de l'aidant?
Alors, au niveau de la limite d'âge, la Maison du Répit accueille des personnes de 0 à 60 ans. Par contre, là, pour la question qui est un petit peu plus pointue concernant le foyer de vie, le foyer d'accueil médicalisé, euh, plutôt que de dire une bêtise, je préfère vous orienter directement sur la Maison du Répit, prendre contact avec eux et voir ce qu'il est possible de faire. Également, voir avec eux pour la prise en charge du handicap de la personne. Est-ce que ça correspond bien aux personnes que peut recevoir la Maison du Répit? Ou non, du coup. Et il y a l'histoire aussi du lieu géographique pour l'instant. Donc là, je vous invite à vous retourner sur et d'appeler et de communiquer avec la Maison du Répit pour obtenir une réponse plus claire par rapport à cette demande-là. Nous avons également une autre question. Est-ce que vous avez des idées de lieux adaptés dans la région pour un séjour familial avec un enfant handicapé et des enfants en pleine forme? Donc là, on a plusieurs pistes. On a le réseau Passerelle qui accompagne sur la recherche de vacances en famille, vacances adaptées. On peut se tourner aussi vers des gîtes de labellisés tourisme et handicap. Je ne sais pas si vous souhaitez en fait un séjour qui est plus encadré ou si c'est vous qui souhaitez plus le préparer et que vous soyez que tous ensemble en famille. Je ne sais pas trop ce que vous souhaitez mettre en place à ce niveau-là. Et il y a des associations que vous pouvez retrouver sur le site Enfants différents qui proposent des séjours en famille et que vous pouvez éventuellement contacter. Après, il y a d'autres organismes de vacances, il me semble. Oui, tout à fait. On a, je citerai sans référence particulière à Naé, hein, qui appartient donc au CNLTA, qui a donc des lieux adaptés pour les séjours familiaux. Et puis, nous avons l'UFCD, par exemple, qui a organisé des séjours famille. Donc, c'est des séjours avec les lieux de vacances VVF. Et ce sont des séjours qui sont dans lesquels tout le monde part en même temps. Et puis, l'enfant ou la personne handicapée sera prise en charge par des éducateurs, des animateurs connaissant le handicap, pendant que le reste de la famille va qu'à d'autres occupations